Bonjour. Le Festival de Cannes 2025 touche à sa fin. On est le dernier jour. Le palmarès va être annoncé tout à l'heure. Je trouve important, mais l'occasion aujourd'hui de vous parler de quelques films qui m'ont marqué beaucoup pendant cette édition 2025, qui était une belle édition finalement, malgré quelques films décevants dans la compétition. Je vais commencer avec un film que j'ai beaucoup aimé et qu'on a pu découvrir le premier jour du festival. Donc, on a commencé la compétition avec ce film, Sound of Falling, le deuxième long métrage de cinéaste allemande que je connaissais pas et qui est son premier film, je pense qu'il était à la Berlinale, et je découvre son cinéma avec ce deuxième long métrage que j'estime un chef-d'œuvre. Un film très beau, très marquant. Esthétiquement, c'est un film radicalement expérimental. C'est une bande de sensations, on peut dire, avec des effets visuels et sonores qui nous met dans une situation de temps, une notion de temps bergsonien, une notion de temps qui mélange le passé, le présent, le passé très lointain, les rêves, les cauchemars. Et ça parle de plusieurs générations de femmes. On voit la grand-mère, arrière-grand-mère, puis la mère, la jeune fille. Mais on n'est pas capable d'établir une ligne de narration réaliste ou compréhensible. Donc le film est basé sur des fragments. C'est un film très fragmentaire et que chaque cadre, chaque mise en scène est magnifique et sublime, très beau. Les effets sonores aussi, la bande son est très remarquable. Donc pour moi, c'était une très belle découverte pour commencer la compétition de 2025 en beauté. Et le deuxième film de tout Cannes 2025 qui m'a beaucoup marqué, je l'ai vu à la fin de la compétition. C'était hier soir avec The Mastermind de Kelly Reichardt. C'est un film très original aussi, puisque Kelly Reichardt base son film sur des films de braquage, notamment des années 70. On trouve des Sidney Lumet, des cinéastes de Nouvelle Hollywood, des personnages cultes joués notamment par Dustin Hoffman, Al Pacino. Donc elle rend un hommage à ce genre de cinéma, elle reprend les codes, elle reproduit des scènes connues d'un film comme par exemple Scarecrow de Jerry Schatzberg. Et plein d'autres. Il y a même une scène qui est remake vraiment très clair et précis d'une scène de film d'Antonioni, Profession reporter, quand le personnage qui a raté en fait son tentative de vol, de braquage, est en train de partir, est en train de fuir. Et dans sa chambre d'hôtel, quelque part, il trouve le passeport de quelqu'un d'autre et il essaie de changer d'identité. On voit les deux passeports, il veut changer de photo d'identité, changer de passeport. Et c'est exactement la même scène dans le film d'Antonioni avec Jack Nicholson. Mais les références sont très multiples. Et ce qui est génial par rapport à ce film, c'est que en même temps que Kelly Reichardt reproduit sa forme habituelle également. C'est-à-dire qu'en regardant le film, on peut tout de suite dire que c'est un film de Kelly Reichardt par la mise en scène, par le rythme qui est assez ralenti. Et son acteur aussi est très touchant et très bien dans un rôle d'un anti-héros qui foire tout ce qu'il veut faire. Et ça fait une sorte de Dustin Hoffman, mais au ralenti, quoi. Et le film, du coup, c'est un très beau Kelly Reichardt, que j'espère qu'il va gagner des prix au palmarès tout à l'heure. Le troisième film important, intéressant dans la compétition, qui était une proposition très forte aussi, un film expérimental également, c'est Syrah d'Olivier Lacks, qui a ému, je pense, beaucoup de festivaliers. J'ai entendu beaucoup de critiques positives aussi autour de moi. Et dans notre rédaction, le Max Cinéma aussi, on était tous les deux d'accord que c'est un film impressionnant. C'est un film on peut pas raconter à quelqu'un qui ne l'a pas vu, puisque c'est simplement une traversée de désert de quelques personnages qui sont perdus dans un désert, et ça commence avec une fête. La musique électronique accompagne le film de tout le long, et surtout le début.
la séquence d'ouverture. Et c'est une musique électronique qui est très bien jouée, très bien faite et convient très bien à ces images un peu apocalyptiques des personnes perdues dans le désert. Et je pense qu'aussi le jury valorise ce film dans le palmarès tout à l'heure. Ça montre en fait l'attention que Cannes peut porter aux propositions non conventionnelles et expérimentales à Cannes. J'aimerais parler d'un autre film qui n'était pas en compétition, que j'ai pu découvrir à la quinzaine des cinéastes, c'est Yes de Nadav Lapid. Pour moi, ce film pouvait très bien trouver sa place dans la compétition. Au moins, son acteur principal pouvait être candidat au prix de meilleure interprétation masculine. Et c'est un film qui est réalisé dans un contexte très très particulier, dans le contexte du 7 octobre et la guerre à Gaza. Donc la guerre israélo-palestinienne qui continue encore de produire beaucoup de victimes là-bas. Et nous, du coup, depuis le début de la guerre, on a vu beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires, de films qui se sont filmés là-bas à Gaza, aux Palestine. Mais ce qui fait Nadav Lapid, c'est retourner la caméra. Du coup, on voit l'autre côté, c'est-à-dire qu'on voit les Israéliens. Donc, le film se passe à Tel Aviv et on voit la vie quotidienne d'un jeune couple israélien. Et le personnage principal, c'est un musicien. Donc on lui a commandé de créer un hymne national israélien. Et le film reproduit un peu, ça rapproche un peu du film de Ruben Östlund, le dernier Ruben Östlund de Triangle of Sadness, puisque on voit les fêtes, il y a beaucoup de scènes de fêtes, d'abus dans tous les sens. De la musique, de drogue, de l'alcool. Et en fait, c'est un film ironique dans le sens où on voit le personnage principal qui a du mal avec tout ça, qui vit une vie confortable, qui vit une vie confortable à Tel Aviv et dans le contexte d'Israël. Mais à la fois, il a des moments de lucidité, il y a une mal à conscience par rapport à ce qui se passe, par rapport au crime de guerre qui est en train de commettre par l'armée israélienne. Et donc, il est en train le film montre un déchirement de l'intérieur parce qu'il ne sait pas comment composer avec les deux camps. Et à un moment, on le voit, il va vers la frontière entre l'Israël et le Palestine. Il y a une colline qui s'appelle colline de l'amour et il peut voir en fait le Gaza en direct, les bombardements depuis ça. Et moi, je trouve le geste de Nadav Lapid de produire ce film, de faire ça, de rendre compte, de faire un témoignage de ce qui se passe de ce point de vue d'un Israélien. Quand à un moment dans le film, on voit une avalanche de pierres qui est tombée sur lui et il dit « Moi, je suis désolé pour ma lâcheté ». Et c'est un geste très très fort et le film, la mise en scène est très grandiose aussi, la musique qui accompagne tout le film. C'est très très belle et c'est un film explosif, c'est un film qui a de l'énergie et qui montre le mal dans le cerveau, l'état mental en fait du personnage. Un autre film que j'aimerais en parler en sélection parallèle, dans la sélection parallèle à Cannes, c'était Laurent dans le vent à l'acide. Donc, c'est un film réalisé par un trio de cinéastes, Anton Balegjian, Matteo Ostachon et Léo Couture. On a vu leur premier long métrage il y a 3 ans au Film de Marseille, Mourir à Ibiza, un film en 3 étés, qui était 3 épisodes en fait qui montraient la vie des jeunes. En fait, c'est un film de jeunesse. Et Laurent dans le vent, pareil, mais je trouve le film plus épuré, plus mûri. Qui suit de début à la fin le parcours d'un jeune homme qui s'appelle Laurent, un jeune homme de 29 ans, qui est sans travail, sans logement, qui se trouve vraiment perdu dans la vie et qui va se loger dans un appartement qui ne lui appartient pas, dans une station de ski aux Alpes. Et il enchaîne une série de rencontres avec des personnes qui sont chacun à son tour isolées, mal dans sa situation.
Et justement, ces rencontres-là lui aident à se trouver lui-même. Donc ça, c'est le sujet du film. C'est pas un film social sur la jeunesse en galère, même s'il y a quelques notions qui parlent de ça, mais c'est pas ça le vrai sujet du film. C'est la solitude, le chagrin intérieur, et comment on peut combler cette solitude avec les personnes qu'on rencontre dans notre vie. J'ai trouvé le film très beau, bressonien. C'est un film taiseux, calme, il y a pas de musique, il y a pas des effets, tout ça. C'est un film très épuré aussi, et filmé juste le corps, la voix de personnage. Et l'acteur principal, il est très bien dans ce rôle. C'est quelqu'un timide, un peu effacé, et qui convient très bien à ce rôle. Et dans les sélections, une des sélections parallèles, la semaine de la critique, j'ai pu découvrir Nino, le premier long métrage de Pauline Locques, si je prononce bien, qui aussi, c'est un film qui montre le parcours d'un jeune homme aussi qui s'appelle Nino, qui a 29 ans aussi, et qui découvre au début de film qu'il a une maladie grave et qu'il va peut-être mourir bientôt. Et donc, c'est le moment pour lui de régler ses comptes avec des personnes autour de lui, sa mère, son meilleur copain, son ex, une nouvelle fille qu'il rencontre et qui va découvrir qu'elle était plus ou moins amoureuse de lui au collège. Et donc, c'est un film de déambulation. Le film déambule à Paris nocturne. Et je trouvais le film très fort, très beau aussi. Et l'acteur aussi, il crève l'écran. Il s'appelle Théodore Pellerin, c'est un Canadien. Et sa présence est bienvenue dans un film français. Et je vais finir avec un autre film de la semaine de la critique, Left-Handed Girl, qui a gagné le prix de la Fondation Gann à la diffusion. C'est un film taïwanais et qui était accompagné en scénario et en montage par Sean Baker, cinéaste américain, qui a gagné le Palme d'Or l'année dernière avec Anora. Et donc, on voit vraiment les traces de style de Sean Baker dans le film, qui suit 3 femmes d'une famille précaire qui essaye de par tous les moyens de s'en sortir. Mais je trouvais même le film plus convaincant et plus abouti des films de Sean Baker lui-même, par exemple Florida Project, qu'on peut comparer avec ce film, surtout que dans les deux films sont concentrés sur une petite fille comme personnage principal, comme sur un enfant. Et donc, le film Left-Handed Girl, il n'y a pas les moments caricatural, il n'y a pas le côté exagération qu'on trouve parfois dans les films de Sean Baker, et je l'ai trouvé plus réaliste, plus convenable pour moi. Mais un problème que j'ai avec ce film, un problème moral, c'est qu'on voit de tout le long du film un enfant, une petite fille qui est en train d'être abusée psychologiquement par les membres de sa famille, elle est en train d'être maltraitée, et on voit ça en direct, vraiment de façon très réaliste. Ça produit devant nous, et ça pose peut-être la question de maltraitance de l'enfant au cinéma. Voilà pour les films qui m'ont le plus marqué à Cannes 2025, et on se retrouve tout à l'heure pour le palmarès.